Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne dans nos nouveaux studios au Parc Jarry. Il y a des bonnes chances que c'est le background que vous allez voir pour l'essentiel. C'est dans la salle de conférence de l'Omnium Parc National. On est bien chanceux d'être au cœur de l'action. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a quand même beaucoup de sujets à parler aujourd'hui, je me tourne vers mes collègues. Hugues Léger, comment vas-tu? Comment te portes-tu, mon cher ami? Ça va bien, merci. Content d'être ici dans cette belle nouvelle salle, en fait, parce que ça fait partie du programme d'expansion du stade en vue du tournoi nouveau format pour 2025. Donc, la nouvelle salle de conférence de presse qui a été inaugurée cette année, d'ailleurs, en 2024. Ça nous fait un bel espace, nous, pour faire le podcast. Oui, puis on va pouvoir avoir presque un studio de façon permanente là, ici. En tout cas, c'est ça le but éventuel. Charlotte, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Ça se passe bien. Début de semaine assez chargé. Beaucoup de choses qui se passent au bureau. Puis d'être ici dans la salle, ça me rappelle de beaux souvenirs, là. Quand j'ai travaillé l'été passé sur le tournoi, c'est ici que je me tenais entre les terrains et un peu partout aussi en même temps. Mais des beaux souvenirs d'être de retour dans cette belle salle média, cette salle de conférence aussi. Puis je sens que je vais être de retour assez vite. Et à chaque semaine avec vous aussi, parce qu'on va faire le balado ici, c'est très bien. On est bien organisé, là, je pense. Et tu as déjà été des deux côtés du comptoir, parce qu'à l'époque où tu jouais, j'imagine que tu en as fait des conférences de presse derrière, à l'époque où ça s'appelait la Coupe Rogers. Et Rogers est encore un commanditaire important, puisque l'Omnium Banque Nationale est présenté par Rogers. Parlons de tennis puisque c'est notre mandat. Avant de parler un peu de ce qui s'est passé du côté des Canadiens dans le cadre de notre chronique l'actualité du tennis canadien présentée par Tennis Giant, on va regarder ce qui s'est passé dans le dernier tournoi majeur de la saison avant les finales de l'ATP. Ce qui s'est passé du côté de Paris-Bercy, une dernière édition à Paris-Bercy, Hugues, marquée par une victoire d'Alexander Zverev. Ouais, Masters 1000, donc le dernier de la saison. Dernier, comme tu l'as dit, au Accor Arena à Bercy. Il y a un long historique là, du tournoi de fin d'année à Paris, à Bercy. Donc, il déménagera en 2025 dans le quartier La Défense, dans un tout nouvel emplacement. Et moi, j'adorais ce tournoi. Je l'ai fréquenté à plusieurs fois, mais c'est surtout qu'ils ont une mise en scène vraiment intéressante. C'est le plus beau tunnel pour aller au terrain qu'on voit de tout le circuit au niveau de l'ATP. Donc, ils font une très belle production au niveau de Bercy. C'est un tournoi qui est dirigé par l'ancien joueur Cédric Pioline. Très, très beau travail. Puis on a un beau gagnant, Alexander Zverev, là, et beaucoup de Français qui ont bien fait aussi, dont Hugo Humbert qui s'est rendu en finale. Ça a été une belle édition, encore une fois, du tournoi de Bercy. Oui, Alexander Zverev qui a maintenant la deuxième place mondiale. Il connaît une bonne saison, celui-là, malgré tout. Oui, absolument. Écoute, une fiche exceptionnelle de 60 et 20 en 2024. Là, c'est une très, très bonne saison pour lui. Deuxième mondial. Il prend vraiment cette place de façon solide en ce moment, devant Alcaraz. Mais je me disais, Ordonne, avant de commencer, qu'Alcaraz aime autant avoir une coupe de victoire à Grand Chelem et pas avoir gagné à Bercy. Ce qui est le cas, c'est Hugo Humbert qui l'a d'ailleurs sorti. Hugo Humbert qui revient de loin. Hein. On l'avait vu, on s'en souvient, Alex, il y a 2 ans à Granby, après une période de COVID qui était compliquée pour lui. Il avait mal réagi au vaccin. Ça a pris du temps avant qu'il se remette. Finalement, il revient au plus haut niveau, là, très bien établi là, dans le top 15 mondial maintenant. Il a battu Carlos Alcaraz cette semaine, Hugo Humbert. Alors ça, c'est jamais banal. Charlotte, tes commentaires sur cette victoire d'Alexander Zverev? Oui, vraiment. Je suis pas surprise, mais un peu surprise aussi de voir que Zverev a gagné ce tournoi-là, puis voir que Alcaraz s'est fait sortir par Hugo Humbert, qui avait peut-être un peu plus de difficultés dans les dernières semaines. Il y a eu une bonne séquence là, à un moment donné, mais dans les 2-3 derniers tournois, c'était plus des tournois difficiles. Là. Il a repris confiance un petit peu à la maison aussi devant la foule. Je pense que c'était super important aussi pour lui de bien jouer. Il l'a mentionné souvent devant les Français, puis que ça l'a beaucoup aidé à travers la semaine. Donc, un match vraiment incroyable contre Alcaraz. Beaucoup disaient que c'était le match de l'année, puis que c'était un troisième set spectaculaire. Donc, je pense qu'il peut être très fier de son tournoi. Même chose pour Zverev, qui a une année, encore une fois, on le répète, mais plutôt exceptionnelle, puis qui prend le deuxième rang en avant d'Alcaraz, puis qui a vraiment
il a mentionné à la fin du tournoi, quand il a gagné avec son trophée, que c'était très spécial pour lui parce que il revient de blessure quand même. Il s'était fracturé la cheville, puis ça a été quand même assez difficile de revenir avec tout ce qui s'est passé dans sa vie privée aussi. Il a fait des beaux éloges à son équipe qui l'a amené, selon lui, jusque-là. Et sans eux, il n'aurait pas été capable d'y arriver. Donc, je pense qu'il est sur une bonne lancée. Puis, il peut, peut-être, on parlait la semaine dernière de qui va être le troisième contestant, compétiteur de Alcaraz et Sinner. Puis peut-être qu'il commence à se positionner comme le troisième de cette catégorie-là. Là. Donc, ça va être intéressant à voir. Il va mettre un petit peu de fil à retordre là, à ces deux autres joueurs qui ont eu vraiment le top du classement depuis le début de la saison. Troisième titre pour Alexander Zverev, un deuxième en Masters 1000 après celui de Rome. Il avait également fait la finale du côté de Roland-Garros. C'est vraiment une excellente saison pour Alexander Zverev. Et c'est quand même intéressant, Charlotte, que tu précises que, en dépit de tout ce qui se passe dans sa vie personnelle, là, qu'on soit d'accord ou pas, bon, ça peut l'affecter assurément et qu'il soit capable, sur le terrain, de faire des résultats de ce genre-là. C'est quand même assez exceptionnel. Est-ce que à cause de ce résultat-là, il se place comme l'un des favoris pour les finales de l'ATP? Assurément, je pense que les surfaces intérieures rapides lui vont bien aussi. En fait, il est bon sur presque toutes les surfaces. Hein. Avec des finales à Roland-Garros, on sait qu'il peut jouer à peu près n'importe où, mais très, très gros service. Il est dur à briser. Oui, je pense que c'est un des joueurs en forme. Les joueurs sont un peu fatigués en ce moment. On verra dans quel état ils vont arriver. On a eu une grosse annonce ce matin. Djokovic se retire donc du tournoi de fin d'année. C'est quand même une grosse nouvelle pour blessure, donc on ne le reverra pas avant l'Australie. Mais Zverev, assurément, Sinner qui joue très bien cet automne aussi. Mais il peut y avoir des surprises aussi durant ce tournoi. Qui va arriver le plus frais là, dans cette dernière édition là, de l'année? Ça sera à suivre, mais Zverev absolument un favori. Alors, on va suivre Zverev de ce côté-là également. Alors, une autre belle victoire pour Alexander Zverev. Il y avait quelques Canadiens en action également. On va regarder ce qui s'est passé du côté de l'actualité du tennis canadien présenté par Dennis Giant. Commençons avec Leylah Annie Fernandez qui, du côté de Hong Kong, a quand même atteint la demi-finale. Demi-finale, défaite contre Schneider qu'elle avait battu plus tôt cet été. Je la voyais bien en finale et là, c'est quand même un beau résultat pour elle. Bonne série de matchs. Bon, c'était pas le plus gros tableau quand même. Je crois que Schneider était deuxième favorite, mais bon, c'est quand même une très bonne semaine pour Leylah. Elle va arriver aussi en confiance pour les finales de Billie Jean King Cup qui s'en viennent rapidement. Charlotte, c'est un deuxième bon résultat pour Leylah qui, mine de rien, va peut-être sauver sa saison, si on peut le dire comme ça, avec un quart de finale et puis une demi-finale là, en Asie comme ça. Oui, elle finit bien sa saison. On savait qu'autour du US Open, puis dans les derniers mois, c'était pas toujours facile. Elle l'a même dit en entrevue elle-même qu'elle trouvait ça difficile de souvent perdre au premier, deuxième, troisième tour et ne pas se rendre au bout des tournois. Donc, je pense que ça lui fait du bien la semaine passée au Japon, un quart de finale, puis quand même un très bon match contre Zheng en 3-7. Donc, ça, on peut s'entendre que c'est quand même un bon résultat. Puis cette semaine, elle enchaîne, perd contre la fille qui finit par gagner le tournoi. Donc, ça, c'est toujours un peu rassurant. On le dit, hein, quand on perd contre celle ou celui qui triomphe à la fin, on peut se dire, bon, cette personne-là jouait bien, elle avait des bonnes sensations, elle était en confiance. J'ai pas perdu contre quelqu'un qui a perdu tout de suite après. Donc, mon niveau est là. C'est un peu la comparaison qu'on fait. Puis, je pense que Schneider a eu une très bonne année aussi. C'est une des surprises du circuit féminin, selon moi. Puis, démontrer vraiment qu'il est capable de battre de très bonnes joueuses. Donc, je pense que ça va être très positif pour Leylah, encore une fois, cette semaine. Puis, peut-être qu'elle va finir l'année en force puis revenir encore en janvier de la même manière. C'est ce qu'on espère pour elle. Oui, puis tu as parlé de la Billie Jean King Cup. Elle sera une arme importante pour l'équipe canadienne parce que Tennis Canada, au moment où on enregistre l'épisode, vient tout juste d'annoncer que Bianca Andreescu va se retirer de la Billie Jean King Cup. Même si, visiblement, elle n'est pas à 100%, ça reste quand même une lourde perte. C'est le genre de fille que tu veux dans ton équipe quand tu t'attaques à une compétition internationale de ce genre-là. Absolument. Quand Bianca est en forme, c'est une arme contre toute joueuse au niveau mondial en ce moment. Cela dit, avec
avec Leila comme leader, avec Stakusik qui vient d'une victoire sur le circuit, moi, je suis pas trop inquiet au niveau de notre équipe. Il y aura Marino qui sera là, il y aura Gabi Dabrowski aussi qui est au final de la WTA en double en ce moment, qui est une des meilleures joueuses au double. Son deuxième favorite, elle et Erin Ratcliffe à Riyad en ce moment. Donc, on a quand même une très, très bonne équipe. Puis moi, j'aime bien les possibilités et les chances de notre équipe de peut-être répéter leur titre de 2023 en 2024. Ah oui, hein, tu vas jusque-là en disant, pourquoi pas? Je regardais, Alex, les forces en présence, puis il n'y a pas une équipe qui est pas à la portée du Canada en ce moment. Ça, c'est intéressant. On va se souvenir de ce commentaire-là. On va te faire bien paraître si jamais le Canada est championne du monde même. Charlotte, tu es celle qui connaît le mieux Bianca. J'imagine qu'elle était déçue de ne pas pouvoir participer à la Billie Jean King Cup. À quel point ça représente une grosse perte pour le Canada? C'est certain que Bianca, c'est une des meilleures joueuses que le Canada a connues. C'est la première femme à gagner un grand chelem en simple. Elle a eu des résultats que peu de femmes au Canada, même au monde, ont eu. C'est, comme on dit, elle peut battre n'importe qui à n'importe quel moment. Donc, c'est sûr que aussi avec son expérience, son bagage, juste d'être sur l'équipe, au-delà de jouer, c'est un atout. Elle a tellement une belle personnalité. Elle est tellement charmante, accueillante, positive. Donc, au-delà de, oui, elle pourrait jouer et bien performer pour le Canada, ultimement, c'est ce qu'on aurait souhaité. Mais je pense qu'elle est aussi une bonne camarade. Moi, ayant joué la Coupe Fed, là, qui est maintenant la Coupe Billie Jean King, je sais comment elle est, puis c'est toujours agréable de la voir avec nous. Donc, je pense que c'est une perte pour le Canada. Évidemment, c'est important pour elle de jouer pour son pays. Puis, elle n'est pas capable de faire ça, de faire partie de l'équipe pour cette fois-ci, mais ce sera que partie remise. Mais je pense que, comme Hugues a mentionné, malgré qu'on est déçus, on a une très bonne équipe avec Leila qui connaît une petite poussée là, dans ses derniers matchs, dans ses derniers tournois, qui est en confiance, qui a l'air d'avoir encore un peu d'énergie. On le sait, ça a été Qui n'est pas de mauvaise joueuse de double non plus. Qui n'est pas une mauvaise joueuse de double, qui est capable aussi de créer des surprises sur le circuit, qui a déjà battu des très bonnes joueuses, qui a fait finale de Grand Chelem. C'est pas non plus n'importe quoi. Puis, on s'entend que Marina Stakucic a aussi démontré de très belles choses cette année en battant notamment Ostapenko, qui était 12e au monde et gagnant un tournoi WTA 125 cette année. Donc, quand même un calibre très élevé. Puis, sont capables de faire de belles choses. Marina l'a démontré dans ce genre d'événement où est-ce qu'il y a beaucoup de pression puis que c'est pas tout le monde qui est capable de livrer la marchandise. Donc, du côté du simple, c'est très positif, c'est très rassurant. Puis, même chose pour le double, Gabriela Dabrowski, qui est une des meilleures joueuses au monde, puis qui a gagné de multiples titres, Grand Chelem et compagnie. Donc, je pense qu'on est en bonne augure. Puis, ça va jouer à peu de choses comme la compétition est féroce. Puis, il y a d'autres bons pays, mais je pense qu'on est vraiment capable, si tout le monde connaît une bonne semaine, de répéter l'exploit qu'on a connu en 2023. Du côté des autres résultats des Canadiens, dans le cadre de tes fonctions à Tennis Canada, tu suivais sans doute ce qui se passait du côté de Toronto. Toi, c'est un tournoi que tu as déjà joué, ça, le Tevlin, Charlotte. Tu t'es souvenir un peu de ce tournoi-là? J'ai des mauvais souvenirs. Ça n'a pas bien été. Non, j'aime toujours jouer les tournois à la maison. C'est toujours spécial. Surtout, c'est des belles opportunités, je trouve, pour justement les joueurs juniors ou ceux qui font la transition, qui sont encore jeunes, comme Kayla, qui a juste 19 ans, qui essaie de commencer à se faire un nom sur le circuit puis ramasser des points chez les pros. Donc, on le sait, elle a été 15e au monde chez les juniors, Kayla, mais là, elle commence à jouer temps plein sur le circuit professionnel. Elle a connu son meilleur classement cette semaine à 312e. Mais tout ça pour dire que c'est des belles opportunités pour ce genre de joueuses-là, comme moi j'étais dans le temps, de pouvoir justement aller chercher des bonnes victoires puis de compétitionner. Donc, c'est pour ça, c'était super. Mes parents venaient souvent me voir jouer, mais je me rappelle un match en particulier. Je pense que c'était pour me qualifier quand j'étais très, très jeune. Je devais avoir 14-15 ans. Puis, j'ai joué Bouskova. Puis, je gagnais 6-4, 5-4, 40-0. Puis, sur ton service ou sur son service? Sur son service. C'est mieux. C'est déjà moins pire. Puis la balle, elle a frappé. On a eu un échange. La balle est allée haute. Puis les deux, on a arrêté de jouer. On a comme arrêté de jouer parce qu'on savait que c'était jeu manche-match. Puis là, on a comme regardé l'arbitre parce qu'elle n'avait pas appelé la balle. Puis finalement, elle a dit, ben non, moi, je l'ai vue bonne. Donc, c'est le point à l'autre parce ça avait fini que moi, j'avais comme pas joué, tu sais. Puis, c'est ça, j'étais jeune, j'étais frustrée et le match tournait de bord. Puis, je pense que c'est la seule fois que j'ai vraiment senti que j'ai perdu le contrôle d'un match. Là.
Puis j'ai perdu quelque chose comme 6-0 dans le troisième set. Donc, ça a été quand même assez difficile, celle-là. Tu sais, quand tu as vraiment l'impression que tu as vraiment gagné le match, puis que d'une seconde à l'autre, tu te ramasses d'un vestiaire en train de pleurer parce que tu as perdu. Un nouveau plaidoyer pour les appels de ligne 100% électroniques. On a vu à Paris la semaine dernière, encore une fois, 2 ou 3 appels complètement surprenants où on a rejoué le point et la balle était clairement in ou out à ce moment-là. Donc, voilà. Mais peut-être Ouais, que tu l'avais puis, gagné, ce match-là. Bien, tout le monde le savait que j'avais gagné. Il y avait beaucoup de réactions dans la foule. Puis même elle le savait. Puis elle était comme surprise qu'on continuait de jouer, évidemment. Puis son père, qui était aussi son coach, je pense bien, le su. Puis il s'en allait partir parce qu'il était fâché que sa fille avait perdu. Il s'est rassis. Et sur chaque point, il criait puis il encourageait. Et ça, je pense que ça a contribué au fait que j'ai perdu le cap. Donc, voilà ma petite anecdote négative du Telvin, mais blague à part, c'était vraiment un beau tournoi. Je me rappelle, il y avait même un party des joueurs à un moment donné, puis on gagnait des prix. J'avais gagné comme des écouteurs, puis c'était vraiment bien, bien organisé. Il y a une belle foule. Ils rendent ça vraiment un tournoi intéressant à regarder puis à prendre part. Donc, il y a de positif, mais celle-là, je vais m'en rappeler vraiment longtemps parce que c'est rare qu'il y ait des matchs comme ça qui arrivent. Heureusement. Ben écoute, t'es gentil d'avoir raconté cette anecdote-là en dépit de mauvais souvenirs, de pouvoir le dire avec un beau sourire comme ça. Parlant de sourire, ben il y en a une, bon, on en parlait, Kayla Cross, c'est quand même une belle finale pour elle. C'est une deuxième finale en 75 000 $ pour elle cette année. Elle avait fait la finale à Granby, on se souviendra, on était présents, on était là. C'est quand même pas des mauvais résultats pour Catherine Sebov. Elle l'a affronté, Catherine Sebov, un peu plus tôt. Ben, elle devait l'affronter. Finalement, ça s'est pas passé, mais pour Kayla Cross, c'est quand même pas des mauvais résultats, Charlotte, là, ce qu'elle fait présentement dans des tournois de 75 000 $ à seulement 19 ans. Oui, moi, je suis vraiment surprise. Ben pas surprise, mais je suis impressionnée par son niveau parce qu'à 19 ans, c'est quand même jeune pour commencer à avoir des très, très bons résultats. On sait que c'est très compétitif. Puis des fois, quand tu passes des juniors aux professionnels, ça peut prendre un peu de temps avant qu'on voit les résultats. Puis elle a enchaîné vraiment, elle a gagné son premier tournoi professionnel à Saskatoon cette année. Puis là, elle a fait la finale. Puis elle avait fait la finale à Granby aussi. Elle est quand même 312e, comme je disais plus tôt. Donc, c'est quand même très bon. Puis, moi, je vois la progression. Puis, je pense que ça pourrait aller vite aussi parce que c'est une joueuse qui joue bien en double aussi, qui avait connu beaucoup de succès chez les juniors avec Victoria Mboko. Elle avait fait finale de Grand Chelem. Puis, elle est gauchère aussi. Donc, ça l'amène une certaine variété à son jeu. Donc, je pense que je vois beaucoup de potentiel. Elle est très positive. Je la vois toujours en train d'encourager les autres. Puis moi, personnellement, aussi, elle a été toujours super gentille à mes propos. Donc, je pense que ça, c'est une personnalité qui peut vraiment continuer d'avancer, de progresser, qui a une belle approche. Puis je pense qu'on voit des belles choses. Donc, même moi, je me suis dit, quand j'ai su que Bianca se retirait, puis je commençais à penser à qui pourrait peut-être la remplacer, je me suis dit dans ma tête, je pense que ça pourrait être une belle opportunité. Là, on le sait qu'il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui va la remplacer, mais dans un futur quelconque, je pense que Kayla peut être une bonne joueuse en Fed Cup avec justement cette belle humeur-là, cette belle, le fait qu'elle est bonne en double aussi, qu'elle est gauchère, puis qu'elle a connu des bons résultats chez les pros jusqu'à maintenant. C'est Louisa Cherko qui a remporté le tournoi à Toronto, c'est le tournoi Tevlin de 75 000 $. Si le nom vous dit quelque chose, bien, c'est une Américaine de 28 ans. Elle avait fait le premier tour. Elle s'était qualifiée pour le premier tour à Toronto cette année. C'est un deuxième titre 75 000 $ cette année pour elle et c'est un sixième titre ITF de façon générale. Ça complète le bloc d'actualité de tennis canadien présenté par Tennis Giant. Quelque chose, c'est Louisa, elle était quand même 58e au monde à 19 ans ou 20 ans en 2016. Donc, elle a été vraiment quand même une très, très bonne joueuse qui a eu des très bons résultats. Puis je pense qu'après ça, avec la pandémie, les blessures et tout ça, elle a essayé de revenir. Mais moi, quand j'ai vu son nom, je sais que c'est une fille qui est capable de très bien jouer, qui a eu un classement dans le top 60 à un très jeune âge. Donc,
quand même à mentionner qu'elle Ouais. essaie de revenir, donc c'est pas peut-être une fille à sous-estimer quand même. Non, exact. Et ça ajoute au fait que ça a été quand même une finale assez serrée, là, un 7-6, 6-3 entre Kayla Cross et Louisa Shurko. Alors, information particulièrement intéressante. Ben, c'est ça. Ça complète le bloc d'actualité de Tennis Canadien présenté par Tennis Giant. De notre côté, on va faire une courte pause et au retour, ben, la première partie de cette entrevue qu'on a réalisée avec Daniel Nestor. Vous planifiez une escapade hivernale à Montréal? Ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'Hôtel Montville. Profitez de son emplacement idéal pour explorer toutes les merveilles que la ville a à vous offrir. Retrouvez toutes les offres sur hôtelmontville.com. Anticipez vos cadeaux de Noël. Offrez un séjour à l'Hôtel Montville incluant un délicieux petit déjeuner et une place de stationnement au cœur de Montréal. Un moment parfait pour relaxer et prendre soin de soi. Découvrez les options de cartes cadeaux sur le site hôtelmontville.com. On a reçu beaucoup de joueurs de haut niveau sur le podcast, mais des légendes, on n'en a pas eu tant que ça. Puis aujourd'hui, on est particulièrement chanceux d'accueillir une des plus grandes légendes du tennis canadien, du tennis point, un des plus grands joueurs de double de l'histoire du tennis, Daniel Nestor. Thank you for coming on the podcast. Thank you. I was saying in French that we were more than happy to have a tennis legend with us. We had a lot of good players, but we didn't have a lot of tennis legend yet. So you're probably the first tennis legend that we have on the podcast. Yeah, thanks for having me. And thank you for everything you did in your career, representing Canada so well for us. So thank you for everything. Before we come back a little bit on your career and keep having good memories, what have you been up lately? Are you still around tennis somewhere? Yeah, I mean, I'm doing different things in tennis, not consistent. I play with my kids a little bit. They play provincial level tennis, and last week I was or 2 weeks ago I was in Calgary for the Challenger, helped out with that event. I do that every year. So, there's stuff I do with the Federation a little bit here and there, but mostly enjoying a retired life. I saw a good t-shirt a guy was wearing. It said, I recently retired, but now I work for my wife. So that's kind of, except I work for my wife and my kids full time. Alors, je demandais That's how I feel. Je demandais à Daniel Nestor, ce qu'il faisait récemment, est-ce qu'il était encore dans le monde du tennis? Il dit, je joue un peu avec mes enfants. J'étais à Calgary la semaine dernière pour la Challenger, mais pour l'essentiel, je profite de ma retraite. How do you like being retired? Was it hard for you to quit the game, or is it still hard to be, I don't know, huff or less fuzzy? Let's say it like this. No, I mean, I got a lot out of tennis. I was very fortunate to play as long as I did, and I was pretty honest with myself. I mean, I don't know how you couldn't be. I mean, obviously I was winning at some point in my career, but towards the end I wasn't winning as much, so it was obvious time for me to stop. And I feel like I got everything out of my system for sure. It wasn't like one of those moments where you're not sure what to do next. So I was very satisfied to play for a long time, and it was definitely the right time to retire. Parce que j'ai demandé, c'était de savoir si il s'ennuyait de la compétition, s'ennuyait du jeu. Et Daniel a répondu, non, je pense qu'il était temps que je prenne ma retraite. Si j'ai gagné beaucoup durant ma carrière, je dois admettre que vers la fin de ma carrière, je gagnais plus autant. Alors, je pense que c'était une bonne chose que je puisse prendre ma retraite. Daniel, do you expect coming back more involved in tennis? Like, is coaching an option for you? Getting some players on the tour? I don't know. Do you expect to come back in some way full time in tennis? Yeah, maybe when my kids are, in growing up in university, I think, I'm definitely gonna be more available. I think, I wasn't. I was still traveling when they were first born, so I wanted to make sure that I spent as much time with them as I could, and then so I don't really look forward to traveling now, but that's probably going to change when they're out of the house. You said you were playing tennis a little bit with your children, and do you have any pro tennis caliber, you think, coming up in the family too?
No, the goal when I started was to get a scholarship for the girls, and it's gotten quite competitive with how expensive the tuitions are to go to the States, and it's and tennis obviously is so much more popular now than it was 20, 30 years ago, with all the great players that we have, and even in North America and Europe. I think there's a lot of interest in going to school in the States on scholarship, so it's gotten very competitive. So it's good that they're learning a skill, and they're pretty good at it, but it's going to be tough for them to play maybe Division 1 tennis. Maybe they can do something else, some lower levels, but it's not saying it's not possible, but there's some more work to be done, let's put it that way. Alors, ce que j'ai demandé à Daniel, c'était de savoir, bon, est-ce que maintenant que tu es à la retraite et tout, et que tu profites de ta retraite, est-ce qu'un jour tu te vois revenir de façon plus importante dans le monde du tennis? Et ce qu'il a répondu, c'est que il ne ferme pas la porte à cette option-là. Et peut-être quand les enfants seront un peu plus vieux d'âge universitaire, j'ai dit aussi tout à l'heure, il mentionnait qu'il jouait au tennis des fois avec ses enfants. Je dis, bon, est-ce qu'il y a du potentiel de joueurs de tennis professionnels? Il dit, il ne faut jamais fermer la porte, mais il dit, c'est pas nécessairement le but. On va peut-être regarder pour les collèges américains, mais bon, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Charlotte, d'une joueuse professionnelle à un autre, je te laisse enchaîner avec Daniel. Hi, Daniel. Thank you so much for joining us again. I'm wondering what's your thoughts on Canadian tennis right now? Obviously, you've had an amazing career. You're one of the greatest Canadian tennis player of all time. But what do you think of how our players are doing more in the most recent years, and singles and doubles? And what's your thought on that? Well, I mean, it's obvious. We've never had as much success as we've had in the last 15, 20 years. I mean, I think it started with Milos breaking through consistently in singles and becoming a top 10 player, and I think that really changed the landscape of Canadian tennis. And it just became more mainstream, more popular. And his counterpart Vasek was next in line. He started having very good results, and then Jeannie was a little bit younger, and she was doing very well. And then the next gen of Felix, Dennis, and Bianca came. A lot. I'm sure they inspired the next gen, and Gabby in doubles, and Layla, and we have so many good players now, and the junior programs are great. We have successful players internationally, more so than ever, and I think it's just it's a compounding effect, and on top of each other, generation after generation just seems to be getting better and better. Alors, Charlotte a demandé, bon, qu'est-ce que tu penses de l'état du tennis présentement? Et Daniel a répondu, c'est assez évident, on vit une ère assez folle du côté du tennis canadien. Ça a peut-être commencé avec Milos, Eugénie, et là, on voit les Bianca, les Félix, etc., qui ont suivi, et on vit une ère dorée jamais vue au tennis canadien. Daniel, you've pretty much played or known this younger generation, maybe not played against, but you've traveled with those guys and you know them a little bit. Do they reach out to you sometimes to have advice, since you've been on the tour so long? You have like a Felix or a Chapo or a Vasek calling you for some advice sometimes. Are you still involved this way? Well, I'm closest with Vasek because we played doubles, at Davis Cup and some ATP events and Grand Slams even, and so we have a pretty good relationship, and I'm kind of help him, every now and again if he ever needs to chat about anything. The other guys is just if I see something, maybe I'll reach out to them, but I think they're in such good hands and they're playing so well. I don't, you don't really want to interfere when when these guys are excelling the way they are. I mean, I think it's remarkable, how focused and dedicated they are to be the best they can be. And for me, when I was a kid, I wasn't thinking about being number one in the world. I was just good at tennis, and then I was getting more mature as I got older, and then I realized what was at stake, and that's probably one of the reasons why I played as long as I did, because maybe it took me a while to realize, how the opportunity that I had. So I think,
maybe made up for lost time or when I was younger, maybe not taking it seriously enough, and then taking it very seriously when I was actually on tour and throughout my career. Ce que j'ai demandé à Daniel, c'était de savoir, bon, mais oui, tu es un peu plus vieux, tu as pris ta retraite, mais tu as quand même côtoyé cette génération-là de joueurs qui t'ont suivi, incluant les Milos, les Vachek, Félix et Chapeau. Est-ce que, bon, des fois, est-ce que ces joueurs-là font appel à toi pour avoir des conseils ou que parler avec toi? Il dit, ben, évidemment, je connais un peu plus Vachek parce que j'ai joué des doubles, notamment avec lui en Coupe Davis. Il dit, des fois, si je vois quelque chose de spécifique, je vais peut-être tenter de les rejoindre, mais il dit en même temps, tu ne veux pas trop interférer. C'est des gens qui sont en bonne main puis qui ne sont pas au niveau qui sont présentement ils n'ont pas nécessairement besoin de se faire conseiller de façon systématique. Là. Alors, ça résume un peu son enchaînement. Hugues, je te laisse enchaîner. Daniel, before I go into your amazing record, obviously, I'd like you to talk us a little bit about the upcoming Davis Cup final. How do you like our chances? How do you like our team right now? We know that Felix had to pull out, but I think we still have a pretty strong team. How do you like our team going into Malaga next month? Yeah, I mean, obviously it'd be a little bit better if Felix was there, but Gabe is he the number one player? He's probably the number one player right now. He's had a tremendous season, and in the last couple of years we've been watching him kind of come through the ranks, and everyone kind of knew he has the potential to be a top 50 player, and it's happening in the last little while for him, so that's great, especially for Davis Cup. He's been playing his best tennis in the last 6 months, and leading into Davis Cup, that's very important. And then Dennis, I mean, he's a guy that, obviously he's not where he should be in the rankings, but he's a guy that can beat anyone on any day, especially at number 2. I mean, he's such a dangerous number 2. I don't think he goes into any match as a real underdog with his game. So, I mean, and then Vashek, if he's healthy, playing doubles with Dennis, this is a strong team for sure. So I don't know if Milos is going to be healthy, if he's going to be involved, but if he is, I mean, again, he's shown that he can play amazing tennis with very little practice and very little preparation. So it's a dangerous team. I mean, I wouldn't call them the favorites, but again, this is one match and you're done, or 2 out of 3 matches and you're done. So anything can happen, and I don't see why they can't have success for sure. La question de Hugues concernait la Coupe Davis à venir. Il se dit, bon, mais comment tu vois les chances du Canada? Daniel dit, j'aime quand même nos chances parce que quand tu regardes, même sans Félix, Gabriel joue très bien présentement. Elle va peut-être être un numéro 1 digne de ce nom. Puis, Chapeau, en dépit de son classement un peu plus bas, peut quand même battre n'importe qui sur le circuit. Alors, c'est un numéro 2 qui va être très, très, très dangereux. Et puis, si Vachek peut arriver en santé, on va peut-être avoir un double qui va avoir beaucoup de sens. Puis, il dit, même si je ne les considère pas nécessairement comme les favoris pour aller jusqu'au bout, c'est un match à la fois. Puis, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Hugues, je te laisse continuer. Yeah, Dan, one of the stats that really amazes me is the fact that you won your 91 titles with 11 different partners, and you managed to remain consistent over time with different partners. How did you go about picking your partners to remain consistently so successful? Well, I mean, I if you look at the guys I was most successful with, they were all really good players at the net, and usually pretty good servers too. And so the strategy and the philosophy was to win at the net. And I didn't really play well with guys as the game has evolved a little bit. Most guys who are playing doubles now, just like back then when I was made the transition from singles to doubles, it was a time where everyone was playing, more all court tennis or serve balling even, and now it's more, baseline tennis and standing 5 feet behind the baseline. So those skills translate into doubles. So you see a lot of guys serving and staying back, and you see that cross court rally a lot more, and 2 guys at the back, 2 guys at the net. So I didn't really like playing with guys that did that because I felt like I wasn't so good at taking bowls that weren't necessarily on my side. I thought I was really good at covering 50% of the court, but not so good at getting involved in maybe shots that maybe more athletic guys as far as movement is concerned could get to. So I was usually choosing guys that, as I said, that like to come to the net and were solid at the net and had that game style.
Alors, Hugues a parlé d'une statistique assez impressionnante où il a gagné beaucoup de titres avec plus d'une dizaine de partenaires. Puis il dit, ben, pour moi, le but, c'était de pouvoir gagner la bataille au filet. Puis souvent, ben, je prenais des partenaires qui étaient bons au filet pour ben, combler mon jeu, si on veut. Alors, ça a été une des recettes du succès. Daniel, I have like maybe a tricky question for you. It's a question I have asked so many doubles players, and I just can't figure out the right answer so far. Why do you think double is so, I don't know, less exposed than single? Everyone who has watched a double matches, it goes so fast. It is so spectacular. How do you explain that? Is so the exposure is so so well under the single tennis? Yeah. Well, I think from a television aspect that, it's not as appealing because like you said, the points are a little bit shorter, they might be faster, but I don't think it's something you really appreciate on television when you're watching, like the speed of the ball, like moving through the air. Like even when you watch singles, you don't really feel on television, how fast the ball's moving. You can only get that feeling when you're close to the court. So, if you're watching a match where, there aren't many rallies and, you might see some good volleys, but, the points aren't going very long, that's not the most exciting thing for tennis. I mean, one of the reasons why they slowed the game down dramatically, in the 90s, from the 90s to the 2000s and beyond was because the points were too short in the 90s. The game styles of the Sampras, Ivanisevic, Becker, Agassi, those days, obviously Andre was winning from the baseline, but not that many guys were engaged in these 20, 30 ball rallies, which seems to be much more appealing for the fans nowadays than serve and volley or one shot and points over or quick points, points that ended quickly. So I think the game might have suffered, during that time, and that's why they made the drastic changes to slow the game down, slow the courts down, slow the balls down, and as a result, you have much more athletic game now with much longer rallies, and I think in doubles, you don't get the those long rallies consistently, so you have some crazy exciting points, but it's not like it's not guaranteed that you're going to have interesting points in a doubles match, right? So I think that's one of the reasons why, even though most of the people that do play tennis play at a club level, they will be playing doubles. So you would think that there would be more interest from that. But again, it's a television thing. If they would show, whatever it is, if you're bombarded with something day and night, it's going to be more interesting. And they haven't shown a lot of doubles over the years, so just from that reason, people, when they do see it, they're not that familiar with it, so they're not going to be that interested in it. But I think there's several reasons. One being just the overall appeal. I think singles is more interesting from a television standpoint, and obviously it's more difficult and most of the people that do play tennis at a young age are playing singles, and doubles is a little bit secondary. It's always been a little bit more fun, and not it doesn't seem like it has as much at stake as a singles match. La question que j'ai posée à Daniel, c'est en rapport avec pourquoi penses-tu que le double a beaucoup, beaucoup moins d'exposition médiatique, puis, alors que c'est rapide, c'est spectaculaire et tout? Il répond, c'est vrai que c'est très rapide et que c'est spectaculaire, mais ça se prête moins à la télévision, justement parce que les gens vont aimer les longs échanges, vont aimer le côté athlétique du côté du simple. Et au double, c'est plus rare que tu as des longs échanges, ça arrive, mais évidemment, c'est moins formaté pour la télé. Alors, comme les gens sont bombardés de matchs en simple, parce que, bon, a priori, c'est peut-être ça qui intéresse plus les gens, c'est la raison pour laquelle on est dans un genre de cycle qui est peut-être pas idéal pour le double. Puis il dit aussi, la télévision, c'est peut-être pas le meilleur médium pour pouvoir le regarder, pour l'apprécier autant. Il faut presque le voir en vrai.
C'était la première partie de cette entrevue avec Daniel Nestor. Après la pause, vous avez la deuxième partie de cette entrevue-là. Vous planifiez une escapade hivernale à Montréal? Ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'Hôtel Montville. Profitez de son emplacement idéal pour explorer toutes les merveilles que la ville a à vous offrir. Retrouvez toutes les offres sur hôtelmontville.com. Anticipez vos cadeaux de Noël. Offrez un séjour à l'Hôtel Montville incluant un délicieux petit déjeuner et une place de stationnement au cœur de Montréal. Un moment parfait pour relaxer et prendre soin de soi. Découvrez les options de cartes cadeaux sur le site hôtelmontville.com. De retour à Sur la ligne, le radio podcast officiel de Tennis Canada. Vous voyez derrière nous, on est dans la salle de conférence de presse de l'Omnium Banque Nationale. Avant qu'on ait à la deuxième partie peut-être de cette entrevue avec Daniel Nestor, juste peut-être un mot rapide sur Gabriela Dabrowski et Erin Routliffe qui jouent les finales de la WTA. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. On va en faire un résumé un peu plus important la semaine prochaine, quand on aura tous les résultats entre les mains. Alors, sachez qu'on garde ça à l'œil. Et en attendant, je vous propose cette deuxième partie d'entrevue avec Daniel Nestor. Yeah, so you returned to the ballot for the International Tennis Hall of Fame class of 2025 this year, Daniel, and unfortunately you were not inducted. How do you feel about this? What are your thoughts knowing that this was your last year of eligibility? Yeah, I mean, it's a tricky situation because I'm not going to say I'm upset because, I've never really worried that much about these things. I mean, I was fortunate to be inducted into the Canadian Sports Hall of Fame recently, so I was excited about that. But again, I mean, leading up to that, I knew I had to, give a speech and go on stage and do all that stuff, and I don't, I don't really enjoy doing that stuff. So, not going to Newport next summer is not something I'm going to be that upset about, even though it'll be fun for the kids and and family, and I get it's nice to tell people for sure, but as far as the actual event, I'm not going to miss it that much. But people have been questioning. The decision. It's mostly the decision with Leander getting in ahead of me 2 years ago. When I was first on the ballot, it was Juan Carlos Ferrero and Carlos Moya, and Juan Carlos Ferrero got it, and that's obviously former number one, won a Grand Slam, and then the year after was Carlos, myself, and Leander came on, and then I was told that I didn't get it again, and I was fine. I just assumed that Moya was the one that got it, and so I was a little bit surprised to find out that Leander got in, and then when this year the Bryans got in, I mean that's no surprise. They obviously deserve it right away, and so it's just if you're asking me whether I deserve to be in the Hall of Fame, I don't know. I mean, I don't know if doubles players deserve to be in the Hall of Fame, but the question that's a little bit surprising is whether Leander deserves to be in ahead of me. I always thought of us, very similar level. Obviously, I, did some things as far as accolades more than he did. He won, many mixed doubles titles. So I guess they really value the mixed doubles, which is fine. I mean, to me, it's a little bit surprising that so much is put into mixed doubles because it's not the same as, like Tessa Virtue and I think his name is Scott. I don't know. Her partner is I know the last name is Moyer, but I don't know the first name. I don't want to say the wrong thing. I already did. If it's not Scott, but they've practiced all year together, right? And they're a team, and whatever sports are mixed like that, it's usually something that is focused on full time. Mixed doubles is not like that. Mixed doubles usually finding your partner right before the event. You're not really practicing. You're just showing up to play the matches. And I'm not saying it's easy to win. Obviously, it's hard to win, a tournament. But it's not like anyone's a mixed doubles player, right? You're either focused on singles, or you focus on doubles, and mixed doubles is something you just do 4 times a year. So it seems more like an exhibition. So that was surprising to me. But I mean, again, I don't want to take anything away from Leander. I mean, he's an amazing player. He does, there was a real wow factor when you watch him play. I mean, what he does at the net and how fast he is at the net.
and so it was just, I mean, just my wife made this comment. He's like, they probably could have let both of you guys in, you know, something like that. I mean, they didn't have to choose one or the other. So that was a little bit weird about the whole thing, but it's totally fine. I mean, maybe in the future I can go on back on the ballot in the future. I don't know how that process works, but maybe in the future. J'ai demandé à Daniel ses commentaires par rapport au fait qu'il avait été nominé pour la classe de 2025, le Panthéon du tennis de l'ITF. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait de ne pas avoir été choisi cette année pour sa dernière année d'éligibilité. Et il dit que pour lui, c'est correct, c'est un sujet, une décision un peu délicate, puis qu'il y a beaucoup de facteurs, d'aspects qui rentrent en jeu. Puis tous ceux qui ont eu l'honneur mérite de loin de l'avoir. Est-ce que lui le mérite? Il ne peut pas vraiment répondre à ça, mais en même temps, pour lui, c'est pas nécessairement ces distinctions-là qui vont faire une grosse différence dans sa vie. Puis peut-être que les enfants vont être déçus de ne pas aller à Newport, mais lui, personnellement, c'est correct comme ça. Puis il félicite ceux qui ont reçu l'honneur dans les dernières années. Puis des fois, il y a des décisions un peu surprenantes, mais c'est comme ça. Puis il trouve ça correct. Donc, last question, Daniel. Just wanted you to share your best memories. I know you've had a long and successful career, and that might be hard to do, but do you have any achievement or special memory that from your career that you like very much and that you remember in your heart? Yeah, I mean, for sure, Olympics was special. You know, obviously, it's such a big sporting event, and you know, representing Canada was, you know, I always played my best representing Canada, whether it's Davis Cup or Olympics, and you know, in that Olympics, Canada wasn't doing as well, so I think the fact that we won was maybe even more special, and you know, just from aspect of, you know, it was popular because, you know, it wasn't just tennis, it was more about Canadian sports, so it was a big deal, and it was great to be part of that, and you know, being on the podium and all that was amazing, and winning with another Canadian was amazing too, and then, you know, winning Wimbledon for sure, those two I always stand out because Wimbledon is you know, the biggest event that we have in tennis, and it was the last Grand Slam that I hadn't won and finally won, so it was maybe even more special because I had won the other one, so those two stand out for sure. Donc, j'ai demandé à Daniel c'est quoi, malgré sa longue carrière et les résultats incroyables qu'il a eus, s'il y avait un souvenir en particulier qui lui tient à cœur particulièrement. Donc, il m'a dit que jouer pour le Canada, que ce soit en Davis Cup ou aussi aux Olympiques, la médaille d'or aux Olympiques avec Sébastien Larreau en 2000 à Sydney, c'est très important pour lui. C'était un moment quand même très significatif d'être sur le podium, puis de le faire à côté de son compatriote. Puis aussi, dans ce temps-là, le tennis canadien n'allait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Donc, ça faisait une grosse différence aussi pour le tennis, mais aussi pour le sport au Canada. Puis aussi son titre à Wimbledon, puisque Wimbledon est un des plus gros tournois du monde et c'était le dernier Grand Chelem qu'il n'avait pas encore gagné. Donc, le fait d'aller le chercher était très important pour lui. Donc, il nous ramène en arrière avec de très beaux souvenirs. Ouais, comme on en parlait, c'était une légende du tennis, Daniel Nestor, et bon, je pense que moi, ça me dérange pas trop de mettre mon opinion là-dessus, mais je pense qu'il aurait dû avoir sa place dans le temple de la renommée du tennis. Je pense que ça fait aucun sens qu'un des plus grands joueurs de l'histoire du double n'y soit pas. En fait, c'est mon opinion, mon éditorial. Une stat pour ça, Alexandre, effectivement. C'est le seul à avoir gagné tous les tournois. Il a gagné tous les Masters 1000, les 4 Grands Chelems, 4 finales de l'ATP, la médaille olympique aussi, on le dit, c'est quand même une fiche qui est tout à fait exceptionnelle. Moi, c'est sur cette base-là aussi que je me dis, bon, il mérite entièrement. Yeah, we were saying in French, Daniel, and we're happy to say it, that does it make sense really to us if you won all the slams, the Olympic medals, and
Tous will les go Masters down 1000. as for sure, and every Masters 1000, and you will go down for sure as one of the best of all players in history. It's not even a question. So it doesn't really make sense for us that you're not in the Hall of Fame. Well, you are in our Hall of Fame for sure. You'll be at Solaling Hall of Fame for sure. Thank you. If it's okay with you, yeah. Appreciate If it's that. okay with you. Thank you so much for your time. Thank you so much. Yeah, Yeah, thank you. looking forward to maybe talk to you again. You can come whenever you want. If you Okay. have I don't know, you open a tennis school, you want to talk about your children playing high level tennis, you come back anytime, and we'll be more than Okay. happy to chat with you. Thank you so much for having me. Merci une fois de plus à Daniel Nestor pour être venu jaser avec nous. Hein. C'est pas tous les jours qu'on a accès à une légende du tennis comme ça. Et vous avez entendu dans l'entrevue, on est revenu sur cette idée-là qu'il n'a pas été admis au temple de la renommée du tennis. Et nous, on se pose beaucoup de questions parce que c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du double. Écoutez, là, quand il a pris sa retraite, il y avait des gens comme Federer là, qui saluaient sa retraite. Mais Charlotte, tu as peut-être une information pour nous à l'effet que c'est peut-être que partie remise dans le cas de Daniel Nestor. Oui, exactement. Bien, on s'est informé parce qu'évidemment, on était déçus de voir ça. On partageait le sentiment de Daniel. C'est sûr que pour lui, il acceptait la décision, mais au-delà de tout ça, on a vérifié avec l'ITF, puis il y aurait une possibilité qu'il soit renominé dans le futur. Donc, ce n'est pas définitif qu'il ne sera jamais intronisé dans le temple de la renommée du tennis de l'ITF. Donc, c'est que partie remise, peut-être, espérons-le, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un joueur exceptionnel. C'est même pas contestable. Puis un des meilleurs encore aujourd'hui. Il est 3e sur la liste de titres, juste derrière les frères Ryan, qui sont, eux, des légendes, des légendes incontestées aussi de leur sport et du double, plus précisément. Donc, ça pour dire que ce sera dans les prochaines années à voir s'il va avoir l'intronisation, mais c'est une possibilité. Donc, bonne nouvelle pour notre Canadien qui a fait des choses incroyables dans sa carrière. Oui, on le rappelle, il a tout gagné, incluant la médaille d'or olympique. Donc, il a gagné tous les Masters 1000, les 4 grands chelems, l'or olympique. C'est quand même pas mince, là, donc je pense qu'il mérite tout à fait. Avec sa 3e fiche de l'histoire aussi en double, cette position autant de la... Franchement, je comprends même pas que c'est une question. C'est- Ça aurait dû être un poisson dans l'eau, ça aurait dû être aussi simple que ça. Peut-être que les gens, le nom Daniel Nestor résonne moins peut-être pour certaines personnes parce que c'était principalement un joueur de double et que de façon générale, le grand public suit beaucoup moins le double, mais c'est une légende du tennis et les plus grands du tennis, vous le direz également, là, avec les résultats qu'il a eu. Puis j'ai trouvé ça intéressant que quand même, il est encore en contact avec certains joueurs qui sont sur le circuit et font des fois appel à ses services. C'est complète